Europe 1. Le journal de 7h avec Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Le football amateur dans la tourmente, pas un dimanche sans violence sur les terrains. Elle finit par avoir raison d'une partie des 26 000 arbitres amateurs. Nombreux sont ceux qui s'interrogent. C'est le cas de Rachid. Il arbitre dans la région toulousaine. Charles Lhuillier l'a rencontré. Reportage. En 22 ans d'arbitrage, Rachid a clairement vu le climat se dégrader, notamment depuis quelques mois et l'agression qu'il a subie. Un entraîneur l'a frappé en plein match. Il dit non, il y a hors-jeu. Je dis non, monsieur, il n'y a pas hors-jeu. Et là, il me frappe violemment. Il disait ouais, je t'attends à la sortie, tout ça. Rachid se réfugie donc dans son vestiaire. J'étais en sécurité. Il frappait dans ma porte. Il voulait rentrer vraiment pour me casser la gueule. Et moi, j'ai appelé la gendarmerie. Ils m'ont escorté jusqu'à ma voiture. Situation qui met en lumière les pressions exercées par les entraîneurs. Il y a aussi les menaces des parents au bord du terrain lors des matchs de jeunes. On jeûne à la part des parents. Il y en a qui disent on connaît ton adresse, tu vas voir, on va te tuer même. Sans oublier ces matchs bourbiers entre joueurs issus des quartiers sensibles. Dans les cités, pendant le ramadan, c'est là que c'est le pire. Parce que les gens qui mangent pas, ils sont plus excités. Je me dis, est-ce que je vais rentrer chez moi vivant? Fort de ce climat incandescent, la Fédération française de football envisage d'équiper les arbitres de caméras pendant les matchs. L'unique solution selon Rachid. Au moins, on a une preuve. Parce qu'on est toujours seul et il n'y a pas de sécurité. Des caméras testées dans une vingtaine de départements l'an prochain. Rachid espère que ce sera le cas ici, sans quoi il rangera définitivement son sifflet. Toulouse, Charles Lhuillier, Europe 1. Et dans quelques minutes, nous serons en ligne avec Christophe Chiarello, coprésident du club de Cesse-Frouzin en Haute-Garonne, victime il y a quelques jours justement de ces violences au bord d'un terrain. La guerre en Ukraine, l'Europe veut reprendre la main face aux Américains et aux Russes. Humiliés par le discours au vitriol du vice-président américain J.D. Vance à Munich, les Européens passent la vitesse supérieure. Hier soir, le gouvernement britannique s'est dit prêt à envoyer des troupes au sol pour garantir la sécurité de l'Ukraine. Le Premier ministre Keir Starmer en rediscutera probablement aujourd'hui à l'Elysée. Il fait partie de la dizaine de dirigeants européens conviés en urgence à l'Elysée, Arthur Delaborde. L'Élysée souligne que le rendez-vous d'aujourd'hui n'est pas un sommet, mais une réunion informelle dans un format restreint pour avancer vers des discussions plus larges à Bruxelles et à l'OTAN. Sont invités à Paris les États capables d'apporter une contribution militaire ou de financer des livraisons d'armes à l'Ukraine. C'est pourquoi le Premier ministre britannique Keir Starmer sera à Paris, tout comme le chancelier allemand Olaf Scholz ou encore Giorgia Meloni pour l'Italie, ainsi que les chefs des gouvernements espagnols, polonais et danois. L'objectif est d'abord de définir les garanties de sécurité que l'Europe peut offrir en cas de cessez-le-feu. L'envoi de troupes au sol, qu'Emmanuel Macron a été le premier à mettre sur la table, fait partie des questions les plus sensibles à régler. Il s'agit aussi d'avancer sur une autre idée chère au président français, la défense européenne. Au cœur des discussions notamment des leviers afin d'augmenter sensiblement les dépenses militaires des États membres. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Pendant que les Européens tentent de se mettre en marche, Donald Trump annonce qu'il pourrait rencontrer Vladimir Poutine très bientôt. Pas de date, mais un cadre en Arabie Saoudite, lieu déterminé pour l'ouverture de négociations de paix entre Russes et Ukrainiens. On reste dans cette région du monde, Christophe, mais on passe à un autre conflit, celui qui oppose Israël aux terroristes du Hamas. La phase 1 du cessez-le-feu touche bientôt à sa fin, ce sera le 1er mars. Il faudra redéfinir les contours de la phase 2. Conforté par l'administration Trump, ce week-end, le cabinet de Benjamin Netanyahou convoque aujourd'hui un conseil de sécurité. Le Premier ministre israélien exige la libération de tous les otages, sans exception, faute de quoi, il promet d'ouvrir les portes de l'enfer à Gaza. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. Pour l'heure, cette délégation n'est autorisée qu'à discuter de la poursuite de la mise en œuvre de la phase 1 de l'accord, à savoir la période de cessez-le-feu qui doit en principe s'achever le 1er mars. D'ici cette date, 6 otages vivants devront être libérés et 8 corps d'otages morts en détention restitués à Israël. Si les négociateurs israéliens obtiennent le feu vert de Benjamin Netanyahou et du cabinet restreint en charge des questions sécuritaires et diplomatiques, ils aborderont ce que l'on appelle la phase 2 de l'accord, censée inclure des négociations sur la libération de tous les otages encore vivants et aussi sur la fin de la guerre. C'est ce dernier point qui peut s'avérer délicat pour le Premier ministre. Sa coalition pourrait en effet vaciller, son aile droite étant fortement opposée à ce qu'Israël envisage de mettre un terme définitif au combat et de se retirer totalement du territoire gazaoui. Mais l'administration américaine semble avoir tranché. L'émissaire de Donald Trump, Steve Witkoff, a déclaré après des entretiens téléphoniques avec les dirigeants israéliens, qataris et égyptiens que la phase 2 allait débuter à coup sûr et que c'était là le souhait du président Trump. Tel Aviv, Frédéric Simon, Europe 1.
7h06 sur Europe 1. Emmanuel Macron ou la tentation du référendum, le chef de l'État remet sur la table l'idée de consulter les Français. Alors, pas de calendrier précis à ce stade. Dans les prochains mois, dit-on du côté de l'Élysée, sur quel thème ? Les réseaux sociaux, la fin de vie, la rémunération du travail. Le chef de l'État n'a pas voulu retenir la question de l'immigration, sujet pourtant plébiscité par les Français. Maï-Hélène Trémollet. Ils sont plus de 70% des Français à vouloir être consultés sur la question migratoire et jusqu'à Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, était hier l'invité du grand rendez-vous d'Europe 1 et CNews. J'engage Emmanuel Macron à avoir recours au référendum. Aujourd'hui, notamment sur l'immigration, c'est en quelque sorte permettre au peuple de choisir et permettre à l'État d'avoir enfin un pouvoir d'agir. Maintenant, le pire, ce serait un référendum pour rien. Là, il y aurait un camouflet vis-à-vis des Français. Toujours est-il qu'à ce stade, le chef de l'État écarte l'hypothèse d'une question sur l'immigration et souhaite surtout dépassionner le référendum afin d'éviter que l'opposition n'en fasse un plébiscite pour ou contre lui. Au contraire, le président espère par ce biais revenir sur le devant de la scène et contrer dans le même temps François Bayrou sur la question de la fin de vie, alors que le Premier ministre, prudent sur le sujet, réclame 2 textes à l'Assemblée nationale, un sur les soins palliatifs et un sur l'euthanasie. Un référendum permettrait à Emmanuel Macron de faire adopter directement une loi sur ce thème sans avoir besoin de consulter le Palais Bourbon. Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Jean-Michel Aulas, maire de Lyon. Pourquoi pas, dit l'intéressé, l'ancien président de l'Olympique lyonnais réfléchit à une éventuelle candidature au municipal de 2026. De leur côté, Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez visent la présidence des Républicains. Le parti convoque son bureau politique aujourd'hui. Objectif, fixer la date du congrès qui désignera le nouveau président. C'est une aubaine dont ne veulent pas se priver les départements. Acheter un appartement ou une maison risque de vous coûter plus cher. C'était à prévoir puisqu'il était contenu dans le projet de loi de finances adopté par le 49.3. Le gouvernement laisse la possibilité aux départements d'augmenter ce que l'on appelle les frais de notaire. En réalité, il faut appeler ça les droits de mutation puisque l'on parle bien d'une taxe perçue par l'État. Paris a sauté sur l'occasion et relève les droits d'un demi-point. Brieux-Bochet, plusieurs départements pourraient suivre. Oui, dans le budget 2025, l'État a demandé un effort de 2 milliards d'euros d'économie aux collectivités territoriales. En échange, il leur a permis d'augmenter leurs revenus issus des transactions immobilières. Une hausse nécessaire selon Jean-Léonce Dupont, président du Calvados et vice-président de l'Association des départements de France. Depuis 2022, nous avons eu 3 milliards de dépenses nouvelles dans le domaine de la solidarité. Et dans le même temps, nous avons eu 6 milliards de baisse de recettes. Nous sommes dans une situation qui est assez dramatique financièrement. Dans l'immédiat, la réponse va être effectivement d'augmenter les droits de mutation. Alors concrètement, un acquéreur doit s'attendre à payer 500 € de plus par tranche de 100 000 €, un poids supplémentaire sur le secteur de l'immobilier que dénonce Loïc Quentin, le président de la Fédération nationale de l'immobilier. C'est encore une mesure de plus, c'est une mesure de trop. Les Français qui sont propriétaires sont déjà impactés par une augmentation de la fiscalité. On ne peut pas comprendre que les collectivités n'aient pas anticipé ce mouvement. Et la hausse doit être votée en Côte d'Or dans les prochains jours et dans le Val-de-Marne début mars. Brieux-Bochet du service économie d'Europe 1. 30 départements du sud-ouest et du pourtour méditerranéen sont placés en risque élevé aux allergies au pollen, conséquence de la grande douceur, vous l'avez sans doute entendu avec la météo d'Anis Haddadi, des températures presque inimaginables pour un mois de février. 19 degrés par exemple attendus à Perpignan cet après-midi. Le football, en Ligue 1, Nice reprend la 3e place grâce à sa victoire 3-1 face au Havre en clôture de la 22e journée. C'était le journal de 7h. Merci Christophe Lamar. Il est 7h09 sur Europe 1 à suivre l'édito éco d'Olivier Babot. Et pour Olivier, le discours du vice-président des États-Unis, J.D. Vance, vendredi dernier, doit servir d'électrochoc. L'Europe doit impérativement sortir le carnet de chèques pour affronter les défis à venir. Décryptage à 7h20. Et dans un instant, Jacques Serret, l'invité d'Europe 1 matin. C'est le dossier de la matinale. Nous parlerons violence dans le football amateur avec le dirigeant d'un club amateur de Haute-Garonne, l'Union sportive Cesses-Frouzin, qui, il y a quelques jours, a subi violence, propos racistes anti-français lors d'un match dans un quartier sensible de Montpellier. À tout de suite sur Europe 1.